Et mesdames, messieurs, bien le bonjour à tous. Ravi de vous retrouver en ce vendredi. C'est reparti avec toute l'équipe de la matinale week-end. On est le vendredi 30 mars déjà. Et oui, ça file. Et ce matin sur le plateau, Ftaï Ben Achnou, notre doc de la matinale qui est de retour pour parler du sang dans les aisselles. Alors, quelle signification, quelle explication, quel traitement? Et est-ce réellement grave ou pas? On en parle avec lui ce matin. Nous aurons avec nous également un invité. Il est organisateur d'un événement africain sur la cybersécurité. C'est le sommet sur la cybersécurité, protection de la vie privée, cybercriminalité, protection des données, cybersécurité. Ça se passe du 3 au 5 avril prochain. C'est à Oran que ça va se passer. Mehdi Zakaria sera avec nous ce matin. Mehdi Zakaria qui nous parlera donc de cet événement qui tombe bien après le scandale Facebook qui annonçait que plus de 50 millions de ses utilisateurs ont vu leurs informations personnelles hackées, volées, transférées, partagées par de grandes entreprises. Mais ça, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mokran Nassah, il est membre d'une association culturelle, Mouloud Feraoun. Il ne sera pas seul, il sera avec plusieurs jeunes, Taïb Hamel, il y aura Wassim Temer, il y aura Wassila Washek aussi. Alors, on va parler du lauréat du concours Mouloud Feraoun. C'est à l'occasion du festival Lire en Fête, d'ailleurs, qui avait débuté le 25 mars dernier et qui continue jusqu'à demain. Et ça se passe à Tizi Ouzou. Lounis Saïtaoudia a lui aussi fait son retour dans la matinale. Lounis Saïtaoudia qui est à la tête de la fameuse association Les Amis de la rampe Louni Ersri. Avec lui, commémoration du 18e anniversaire de l'association Les Amis de la rampe Louni Ersri. Hommage également à Jamel Soufi, secrétaire général de l'association. Ce sera demain et ce sera à Dar el-Qadi, à la Casbah, en plein cœur de la Casbah. Et puis on finira tout à l'heure avec du sport. Du sport et Hakim Keshroud qui reçoit aujourd'hui les aliens. Alors quand je dis les aliens, parce qu'ils sont boxeurs de père en fils, de grand-père en petit-fils quelquefois. Alors il y aura Mohamed Alien qui est boxeur, Larbi Bilal qui est boxeur également. Retour sur un gala international de boxe en hommage à Souidani Boujma. Ça va se passer demain aussi. Bienvenue chez vous, bienvenue dans la matinale, vous connaissez le programme. N'hésitez pas à nous écrire, à partager vos actus. C'est très simple, c'est sur @Rabia sur Twitter, Facebook, Instagram. Il manquait Snapchat et j'allais dire Tinder, mais bon, je n'ai jamais mis les pieds sur Tinder, donc je suis tranquille. Alors n'hésitez surtout pas, sinon vous avez la page de Canal Algérie. Bienvenue chez vous, bienvenue sur Canal. Et sans plus tarder, c'est la matinale, c'est la météo, pour être plus précis. Météo. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Et la météo du jour, elle est présentée par Frey El Chir. Frey El Chir, on a eu droit à une belle fin de semaine, mais retour des pluies à partir d'aujourd'hui. Tout à fait. Bonjour à vous, Mahez, Bonjour. et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin. Excellent réveil à vous tous. Très heureuse de vous retrouver. Il a fait beau ces derniers jours. Nous avons eu un temps printanier sur l'ensemble du pays. Cette matinée, nous aurons des passages nuageux qui seront assez denses. Ils apporteront quelques faibles pluies à l'ouest, vers le centre, comme on peut le voir si bien sur cette carte prévue par Météo Algérie. Donc aujourd'hui, le temps sera passagèrement nuageux à l'est, avec des nuages assez denses, engendrant quelques faibles pluies éparses sur l'ouest en début de matinée. Ces nuages vont gagner du terrain, ils vont se déplacer vers le centre à partir de l'après-midi, où ils donneront aussi quelques faibles pluies. Les vents seront d'ouest à sud-ouest à 30 à 40 km/h, parfois 50 km/h près des côtes ouest et centre. Les vents vont se renforcer à partir de l'après-midi. À l'est, le temps sera partiellement voilé, devenant aussi à nouveau nuageux, avec une tendance orageuse vers le centre-est en fin d'après-midi, des vents modérés vers l'est, et puis en allant vers le sud, quelques nuages défileront vers le sud-ouest, l'extrême sud, le Hogar, le Tassili, le Sahara oriental, avec quelques soulaments de sable vers le Hogar et le Tassili. Les températures prévues pour cet après-midi en légère baisse par endroit. Regardez, on attend 18 degrés à Alger comme à Tlemcen, 18 à Oran et Tlemcen, 17 à Alger, Tizi Ouzou, 27
Guelma, 20 degrés pour Betna, 26 à Séti, 28 degrés à Djilfa, 15 degrés à Tsarat, c'est le minimum, 18 aussi pour la wilaya de Chlef. L'après-midi, sur la partie sud, 35 degrés pour Hassim Saoud et Ilizi, entre 34 et 36 au Sahara central, 33 à Tindouf et enfin un maximum de 36 degrés pour l'extrême sud, c'est le maximum, même chose pour le Sahara central. On passe sans plus tarder aux prévisions concernant le continent européen. Et bien aujourd'hui, le temps sera mitigé encore une fois. Le soleil aura du mal à s'installer vers le centre du continent. Le temps sera couvert, voire même pluvieux à Paris, à Berne. Un temps voilé aussi à Prague, variable à Rome, à Lisbonne. Côté température, 19 degrés à Bucarest. Athènes aussi, 20 degrés à Rome, 15 à Marseille, 12 à Paris, à Bordeaux, 10 degrés à Madrid, 15 à Lisbonne, 9 pour Dublin, Londres et enfin 2 degrés à Copenhague et c'est le minimum. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 19h07. Les nouvelles du ciel continuent sur le site les www.meteo.dz. Voilà, vous l'avez compris, donc c'est le retour des pluies, de fines pluies. Ça va être de courte durée. Prudent sur la route, n'est-ce pas, Mahrez? Exact, soyez prudents. La météo, c'était avec Frédéric Cher. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout avec vous. Et le prochain rendez-vous météo, évidemment, ce sera pour midi. Tout à fait. Juste après le journal. Exact. À tout à l'heure. Merci Frédéric Cher, à tout à l'heure. La matinale, elle continue, ou elle débute tout simplement, avec dans quelques instants Fethi Benachou. C'est le doc de la matinale, on le retrouve tous les vendredis matin. Avec lui aujourd'hui, on va parler du sang dans les aisselles. Est-ce grave, docteur? C'est la question du jour. On en parle dans quelques minutes, juste après cette... cette escapade musicale. Avec Abdrahman Koubli quand même. Eh ben oui. Excellente matinée. الحب صعيب والمحبة فيها للعاشقين كل مصيبة والهوى معدن والقرب لو ينزل على الجبال تريب والسلاطن تخدع الجلال بكل وهيبة كل غالب يضحى مغلوب سالني نعطيك التجريب يا اللي ما دختي الهوى ولاد ديتي طيبة ولاد حيدي مثلي من شوف ياللي زينك زين عليه عجيني برضاك روح راحتي حبيبة ولمتيلك عندي محبوب عندي محبوب ودك من خد الهيبة نار حمرا ما تطفي حرها مطار سكيبة ولا يبردها من القلوب
شف عبيب محلى إذا يعطف من هويت بعد الغيبة ولا يخلي عقلي متعب. يوم شفتك وليت نجيب شفت فيك الحسن والقبول والحياة والطيبة والوقر والسر المطلوب يلي زينك زين عجيب عالجيني برذاك روح راحتي حبيبة ولا مديلك عندي محبوب عندي محبوب. Abdelrahman El-Koumbi, ça fait plaisir à Docteur Bellachou, hein. Ça vous fait plaisir, vous, le Chabi? Ah oui, c'est le... c'est l'underground, ah ouais. C'est l'asli. On n'apprécie pas si on n'a pas cet ADN dans la peau. Bon, il est dans son mood ce matin, vous l'aurez compris. Ouais. Docteur Bellachou, aujourd'hui, interrogation, question, faut-il s'inquiéter ou pas de constater du sang dans ses aisselles? C'est la première fois que je sors des petits bouts de papier. J'allais me dire, qu'êtes-vous en train de faire? Non. Alors, le titre de la chronique est très important. On dit « le sang dans les selles ». On constate, certains constatent... Pas dans les selles, oui. Dans les selles. Oui, c'est quand on va aux toilettes. Pas les aisselles, les selles. Non, les selles. Donc, oui. Dans ce que l'on évacue sur le évacue, on va expliquer. Voilà. Et le sang dans les selles, il ne faut pas s'arrêter là. Quelle signification il faut donner à cette présence de sel, de sang dans les selles? Ouais. C'est très important. Vous avez entendu parler qu'on a fait une campagne de sensibilisation concernant le cancer du côlon, le cancer du rectum, tout ça. Il faut revenir à la base. C'est que nous possédons un tube digestif qui commence par une entrée, à savoir la bouche, et évidemment, il y a une sortie des aliments que l'on mange après être digérés. Ça, c'est très important. Quand la digestion permet de retirer des aliments les éléments nécessaires, vitamines, nutriments qui sont nécessaires à notre fonctionnement quotidien, et comme toute activité humaine ou bien industrielle ou toute activité produit des déchets. Les selles, c'est les déchets. Ces déchets sont évacués par le gros intestin, c'est ce qu'on appelle le côlon. Mais c'est un mot qui regroupe beaucoup de définitions. Le côlon est subdivisé et découpé pour un problème de pédagogique et de compréhension en différents segments. On appelle ça des segments, dont le segment terminal qui aboutit à la sortie. Comme on dit, il y a une entrée, il y a toujours une sortie. C'est le rectum qui se termine par l'anus, plus précisément par la marge anale. C'est l'entrée de l'anus. Là, c'est une région extrêmement riche en vaisseaux sanguins, on va généraliser, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sang dans cette localisation. Et très souvent, on remarque qu'on émet du sang. Certains citoyens vont remarquer. Oui. Alors, tout de suite, je préviens, on a cette fâcheuse habitude médicale en Algérie de la part de mes confrères et de la part des citoyens. Dès qu'on voit du sang, on dit que c'est des hémorroïdes. C'est vrai, on ne peut parler d'hémorroïdes que lorsqu'il y a du sang frais émis lors de la défécation, c'est-à-dire l'expulsion des selles, du sang frais, rouge frais. Et deuxièmement, il y a toute une symbolique, toute une symptomatologie autour des hémorroïdes. À savoir qu'on a un prurite, c'est-à-dire qu'on a envie de se gratter
au niveau du... Se gratter un prurite. La partie, je parle de l'anus. D'accord. On a toujours ça. Mais il ne faut pas confondre parfois chez les enfants. Ils ont envie de se gratter parce qu'il y a des vers. On tourne la page. Là, il y a ça. Deuxièmement, dans les hémorroïdes, il y a une notion de constipation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un bon transit. C'est-à-dire qu'on n'évacue pas. Il faut savoir qu'on doit aller aux toilettes une fois tous les 24 heures pour expulser les selles. Deuxièmement, je le répète, les hémorroïdes, il y a toujours une notion de constipation. La constipation, c'est elle qui donne les hémorroïdes. Cependant, l'erreur qui est faite, c'est de la part des citoyens, des patients, parce qu'ils ne sont pas médecins, mais de la part de certains médecins. Dès que quelqu'un vient consulter, j'ai émis du sang au moment d'aller aux toilettes, tout ça. On gratifie tout ça, tout de suite, on dit que c'est des hémorroïdes. Grave erreur. Oui. Il y a des gens qui sont soignés pendant des années pour des hémorroïdes, alors qu'en fin de compte, c'était un processus tumoral. Donc, il est essentiel, quand quelqu'un vient voir un médecin et qu'il dit « j'ai émis du sang », au moment de la défécation, il est absolument, et ça c'est la loi qui le dit, nécessaire de l'examiner. Et c'est vrai on est médecin, il faut dépasser, on n'est pas des gens de la rue, non, on a un rôle, on a une fonction, on a une mission à effectuer, c'est d'exercer de pratiquer tous les examens qu'il faut. Le premier des examens, c'est ce qu'on appelle le TR, c'est l'abréviation de toucher rectal. On doit mettre des gants spéciaux et à ce moment-là, palper, examiner de visu la sortie au niveau de l'anus, au niveau de ces éléments-là. Là, ça nous permettra de voir ce qu'on appelle une grappe de raisin. Ouais. Ce sont les vaisseaux qui peuvent sortir, qui peuvent être internes, qui peuvent être sortir. En grappe de raisin, c'est les vaisseaux sanguins. C'est ça. En faisant le toucher rectal, on apprécie. Et ce qui est important aussi, c'est que le toucher rectal nous permettra de voir s'il n'y a pas une formation, une masse, quelque chose qui bloque, qui attire notre attention. À ce moment-là, on pourra aller vers des explorations beaucoup plus grandes. Mais j'insiste aujourd'hui sur le fait qu'il ne faut pas cataloguer et traiter une émission de sang rouge frais carrément d'hémorroïdes sans avoir examiné le patient. Pourquoi il faut l'examiner? Parce que, hélas, il y a apparition et développement de ce qu'on appelle le cancer colorectal. Pourquoi colorectal? C'est en faisant allusion à la segmentation du côlon, le rectum, qui est la partie finale. Hélas, il commence à prendre de l'importance. Surtout chez l'homme, les statistiques commencent à augmenter et à ce moment-là, on peut aller beaucoup plus loin après avoir fait le TR et après avoir apprécié la situation et la clinique et en sachant que le cancer colorectal est en train de progresser, de pousser un peu plus loin les explorations, à savoir ce qu'on fait une rectoscopie. Une rectoscopie, c'est simple. Je reviens toujours à l'entrée du tube digestif. Pour examiner l'estomac, on fait ce qu'on appelle une fibroscopie pour aller voir sur place qu'est-ce qui se passe dans cet estomac. Eh bien, la rectoscopie, c'est l'inverse. On ne va pas à l'entrée de tube digestif. Oui, c'est délicat, je vous vois. Ah oui, non, j'étais en mode, oui, mais c'est pas une colo? Une coloscopie, une rectoscopie. Ah, c'est la même chose. C'est aller voir à l'intérieur, un peu plus loin. Parce que ça peut se situer à différents étages. J'ai dit que le... Ah, vous voulez dire que colo, c'est par rapport au côlon et recto, c'est juste parce que ça... Là, en fonction de ce qu'on découpe, on va voir et on peut voir ce qui est très développé chez nous, ce qu'on appelle, pas chez nous, mais c'est ce qui est rencontré en médecine, ce qu'on appelle les polypes. Les polypes, pour résumer, on peut appeler ça en arabe toulel, des verrues. Mais ce n'est pas des verrues, c'est pour imager la présentation. Alors, mais ces verrues, quand on les voit,
elles doivent être appréciées et jugées de leur nombre, tous ces éléments, du passé, des antécédents familiaux, personnels du patient. Et à ce moment-là, ces polypes, ces verrues, entre 20 guillemets, pas entre guillemets, ces verrues doivent être prises en considération et soit on les enlève, soit ça, on apprécie cas par cas. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle d'autres situations qui se trouvent en partie terminale du côlon, le rectum, tout ça. C'est ce qu'on appelle les MICI. MICI, comme on le connaît chez nous, MICI, mais c'est l'abréviation de maladie inflammatoire chronique de l'intestin. C'est une irritation, une inflammation, une irritation qui peut prendre beaucoup d'espace, c'est pour ça qu'il faut aller chercher, et qui est chronique, c'est-à-dire qui donne des désagréments, qui donne du sang, qui donne tous ces éléments-là. Donc vous voyez que émettre du sang lors des selles, première recommandation, s'il y a à retenir, c'est ça. C'est de ne pas tout de suite dire c'est des hémorroïdes. Oui. Deuxième recommandation essentielle à l'intention de mes confrères et consoeurs, c'est qu'il faut examiner, il faut faire un TR, il faut convaincre le patient que c'est un examen fondamental, ce qui nous permettra d'aller plus loin. Donc vous voyez que le sang au cours des selles doit être pris en considération, surtout avec les chiffres et l'élévation du cancer, du côlon, du rectum, de tous ces éléments-là. Ouais. Pas effrayé, j'espère. Non. J'allais vous dire, la dernière fois que j'ai vu du rouge, j'avais mangé des betteraves. Donc du coup, oui, ça c'est important. Ça m'est arrivé, je vais le dire. Une fois, de vous inquiéter j'étais à l'étranger et à un certain moment, je vais pour uriner. J'urine rouge. J'étais devenu un être humain normal, un citoyen avec ses angoisses. Vous avez oublié. Non, quand c'est nous-mêmes, il faut... Oui, c'est ça. J'ai uriné rouge. J'ai tout de suite été à l'hôpital, tout ça. Et il y a une technique qui consiste à vous faire uriner dans 3 verres, ça, pour voir la hauteur, toujours la hauteur, à quel niveau ça se situe. Je prenais tout penaud mon verre et j'allais uriner. Et l'infirmière, attendez, monsieur, qu'est-ce que vous avez mangé à midi? Des betteraves. J'avais bouffé des betteraves. Alors je préviens les gens, on urine rouge quand on mange des betteraves, c'est et même normal. Les selles sont rouges quand on mange les selles sont rouges, donc il faut... Donc, vous voyez que au lieu de donner un traitement anti-hémorroïdaire sur la simple prononciation, je crois qu'il faut prendre du temps et parler, discuter, demander qui êtes-vous, qui sont vos parents, vos antécédents, qu'est-ce que vous avez mangé. Les médecins ne sont pas des machines à écrire d'ordonnance, quoi. Très bien, des greffiers, moi j'appelle. Les greffiers, les greffiers. Merci, docteur Benachou. Est-ce que je peux donner un truc? C'est pour le samedi 7 avril, qui est la journée mondiale de la santé, dans le thème cette année est la santé pour tous. Oui. Nous avons l'association Nord-Doha qui... d'aide aux personnes cancéreuses. Elle organise à l'occasion de cette journée et consacrée au cancer du rectum ou du côlon, un marathon au parc zoologique. Je précise, le 7 avril, le matin, à partir de 8h, pour les gens qui seraient venir s'aérer, avoir des informations. Oui. C'est très bien, c'est très bien. Merci, docteur Benachou. De rien, à votre service, j'espère. Excellente journée pluvieuse, excellente journée. Oui, j'aime bien la pluie parce que je pense au mois d'août, septembre, quand il y aura des problèmes, moi je crois que c'est maintenant qu'on doit emmagasiner. Vous savez que je m'intéresse au taux de remplissage des barrages. Des barrages, vous avez tout à fait raison d'ailleurs. Allez, quant à nous, ce matin, c'est Hasna Zouberi qui nous propose un reportage sur la campagne de vaccination contre la rougeole. Et ça se passe à Ouargla. Je vous propose de suivre ce reportage. On se retrouve juste après pour parler d'un événement. 2400 personnes ont été atteintes par la rougeole dans la wilaya de Ouargla depuis le mois de novembre 2017. La wilaya de Ouargla, qui connaît une large propagation de cette épidémie, enregistre ces derniers jours une baisse continue grâce à une bonne prise en charge des malades.
Il faut savoir que la souche de l'épidémie est très aiguë, ce qui a permis sa propagation dans la wilaya de Ouargla. La majorité des malades que nous avons hospitalisés en urgence avaient déjà l'éruption de la rougeole, avec une fièvre, des boutons sur le visage notamment, une gêne respiratoire ainsi qu'une diarrhée. Si nous avions des enfants vaccinés, les cas de rougeole auraient été moins importants. Mais avec des enfants non vaccinés, nous pouvons avoir des cas graves à traiter. Et pour prémunir contre la rougeole, une large campagne de vaccination a été initiée depuis déjà près de 2 semaines. L'opération de vaccination a touché à ce jour près de 110 000 personnes, notamment dans les zones où s'était propagée cette maladie virale contagieuse. Le ministère de la Santé nous alimente progressivement en vaccins anti-rougeole. Placée sous le signe la rougeole nous concerne tous, une journée d'études a été organisée au siège de la wilaya de Ouargla, regroupant médecins, des représentants de la direction régionale de la santé et les directeurs des établissements sanitaires de la wilaya. Le but est de sensibiliser tout ce bon monde contre cette épidémie. Voilà, c'était donc Hasna Zouberi avec ce reportage de nos confrères d'ailleurs de la chaîne terrestre sur cette campagne de vaccination contre la rougeole. Ça se passe à Ouargla. Ce matin avec nous, Mehdi Zakaria, bonjour. Bonjour. Vous êtes et vous représentez aujourd'hui XCOM. Vous organisez habituellement le MED-IT, on en parle souvent. Là, on va revenir sur un autre salon, un autre événement. C'est pas un salon, c'est l'African Cyber Security Summit. Ça va se dérouler à Oran. Alors, on en parlait il y a quelques instants. Alors, c'est pas un événement nouveau, c'était le SIT, c'est ça, hein, c'est sécurité. C'était IT. le Forum Sécurité IT organisé depuis 2013. 5e édition, voilà. 5 éditions jusqu'à l'année dernière. Et cette année, on passe à... Et puis cette année, on a souhaité montrer que nous sommes capables de collaborer au niveau africain. Donc on a mis en place un format africain, l'African Cyber Security Summit. Et vous avez choisi Oran. Ça, on a toujours choisi Oran. Passé à Oran. Alors historiquement, c'était à Tlemcen. Cette année, on l'a déplacé de quelques kilomètres à Oran. Voilà. Vous êtes généreux dans les quelques kilomètres, ça fait quelques centaines. Oh, c'est 100 kilomètres. 100 et quelques. Ouais, 100 et quelques. Ouais, 100 et quelques. C'est plus intéressant pour vous? C'est plus intéressant en termes logistiques pour recevoir vos Alors, invités? il y a beaucoup de raisons. La première raison, c'est qu'il était nécessaire pour nous d'excentrer un petit peu l'événement par rapport à Alger. Alger n'est pas l'Algérie. Et puis de réunir pendant 3 jours dans un endroit important les décideurs IT algériens et africains dans le domaine de la cybersécurité. Alors, quand vous dites décideurs IT, des exemples de participants? Oui, bien sûr. Alors, nous avons les institutions étatiques, les administrations publiques, les entreprises privées. Je peux vous en citer quelques-unes. Nous avons la gendarmerie nationale qui sera présente, nous avons la présidence qui sera présente, nous avons la DGSN qui sera présente, nous avons les opérateurs télécoms qui seront présents, le secteur bancaire sera présent. Donc, c'est vraiment... Présent en tant que visiteur ou présent en tant qu'intervenant dans ce forum? Il y a 3 catégories. Ils sont présents en tant que congressistes, donc c'est les directeurs informatiques et les responsables sécurité. Présents en tant qu'intervenants, donc nous avons des tables rondes pendant les 3 jours, des conférences pendant les 3 jours, et puis présents également en tant que soutien de cet événement. D'accord. Alors, participation africaine, vous l'avez dit, c'est la première fois que votre événement s'élargit et s'ouvre au continent. Vous avez quels pays qui vont prendre part? Quels sont les pays qui vont prendre part à cet événement? Alors, ça va être compliqué de tous les citer, donc je ne vais pas faire de jaloux, mais grosso modo, c'est vraiment les pays voisins de l'Algérie. Maroc, Tunisie, Libye? Alors, Tunisie, Maroc, non. Le Ghana, la Guinée, le Nigeria, le Cameroun, voilà, ce type de pays qui vont venir. Que ce soit des congressistes ou bien des délégations officielles qui seront présentes pour représenter leur pays dans ce domaine-là. On va parler de quoi pendant les 3 jours de cet événement, 3, 4 et 5 avril? On va parler de choses un peu compliquées. On va parler de sécurité, on va parler de protection de données, on va parler de protection de la vie privée, on va parler d'infrastructures de sécurité, on va parler de transactions en ligne, on va parler de monétique. Enfin, l'objectif vraiment de cet événement, c'est de démontrer que, premièrement, l'Algérie est un carrefour en matière de transformation digitale et que cette transformation digitale nécessite de la cybersécurité. Ça, c'est vraiment le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est
de démontrer également en Algérie qu'on est capable d'avancer dans ce domaine-là. Il y a quelques semaines, le 20 février, la loi sur le e-commerce a été votée à la PN. Qui dit loi du e-commerce dit nécessairement confiance dans les paiements en ligne. Et donc il était nécessaire pour nous d'expliquer à travers cet événement, les conférences, les ateliers, etc., que la confiance est aussi de la cybersécurité. Donc on va traiter de toutes ces thématiques-là pendant ces 3 jours. Vous avez dit l'Algérie carrefour en termes de transformation digitale. Vous voulez dire quoi par là? Pour monsieur et madame tout le monde. Si vous voulez, on a, enfin monsieur et madame tout le monde, effectivement, mais on a la chance en Algérie d'avoir une position géographique assez intéressante. Nous avons des compétences locales, nous avons des pépites en matière de numérique, de digital, nous avons des pépites en matière de société qui est active dans le domaine de la cybersécurité. Et donc, il est évident pour nous aujourd'hui que l'Algérie a les moyens de développer ce type de secteur, déjà au niveau algérien et puis au niveau panafricain. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité mettre en place un événement africain. Et je vous assure, hein, on a été un peu dépassé par le succès de l'événement, on a été un peu dépassé par l'intérêt qu'a suscité cet événement. Pas mal de pays africains seront présents et ça démontre encore une fois l'intérêt de cette thématique-là, l'intérêt également d'avoir mis cette thématique-là au cœur de l'Afrique. Certains disent que l'Algérie est plus ou moins protégée en termes de cybersécurité sur ces questions liées à la cybersécurité parce que notre connexion est tellement mauvaise qu'elle ne favorise pas le transfert ni de données ni autre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce genre de choses? Je vois à qui ou à quoi vous faites allusion. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec ce type d'explication qui est un raccourci, qui est un peu simpliste. C'est un raccourci, ça oui, c'est clair. C'est un raccourci. Écoutez, je pense déjà qu'il faut qu'on soit fier de ce qu'on fait en Algérie. L'Algérie n'est pas déconnectée du monde. Hein. Vous avez très certainement vécu l'année dernière la vague de ransomware, le fameux virus WannaCry qui a défrayé la chronique. On a vu ça dans l'ensemble des médias dans le monde. L'Algérie également a parlé de ce type de sujet. On n'est pas plus ou moins protégé que les autres pays. Ça, c'est clair. Maintenant, il y a encore des choses à faire. Je peux pas vous dire que l'Algérie a tout fait. Il y a encore des choses à faire. En matière de législation, il y a beaucoup de textes de loi qui existent. Il y a encore beaucoup à faire, notamment dans la protection de la vie privée, dans la localisation de la donnée. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui lorsqu'une entreprise souhaite héberger ces données à l'étranger? Aujourd'hui, il y a des choses qui se préparent pour imposer à certaines sociétés, à certains secteurs d'activité, de localiser la donnée en Algérie, comme le font les États-Unis, comme le font la France. Et c'est pour ça... les moyens de les localiser ici? Oui, bien sûr qu'on a les moyens. Vous avez, il y a quelques semaines également... Vous parlez du CERIST? Alors, pas forcément le CERIST. Il y a pas mal d'hébergeurs algériens, les opérateurs hébergent, vous avez des hébergeurs privés. Le secteur se développe à vitesse grand V. Vous avez la RPT qui a sorti un cahier des charges pour permettre à certains opérateurs économiques de développer des data centers en Algérie. Donc le secteur va probablement connaître un boom dans le domaine du data center. Faut-il également que les entreprises et les institutions jouent le jeu et fassent confiance aux opérateurs locaux? C'est une des raisons pour lesquelles on va parler beaucoup pendant ces 3 jours. La cybersécurité est-elle une arme de souveraineté nationale? Vous savez... Il ne faut pas aller très loin. Il faut prendre l'exemple sur certains pays qui ont déjà fait ça et puis le faire chez nous tout simplement. Et je suis encore une fois convaincu que nous avons les moyens d'aller vers une cybersécurité adaptée à l'environnement algérien. Ralentir la connexion ne va pas plus nous protéger, quoi. Ni plus ni moins protéger, évidemment, bien sûr. Vous savez, il y a 20 ans, vous avez certainement connu le 15-15. Ah oui. Il y a 20 ans, on était au 15-15. Il y avait également à l'époque des problématiques de cybersécurité. 20 ans après, nous sommes au haut débit. Il y a encore des problématiques de cybersécurité. Donc ce n'est pas lié à la connexion. Croyez-moi, je vais vous donner un exemple. Vous avez des entreprises... ou des institutions qui ferment leur réseau. Donc pour des questions de cybersécurité, vont fermer leur réseau, donc ne pas le connecter à Internet. Pourtant, ils ont des problématiques de cybersécurité, donc c'est pas lié à la connexion, au ralentissement de la connexion. Le scandale Facebook d'il y a une semaine, vous en pensez quoi? Alors j'en pense beaucoup de choses, ça va faire partie des choses, encore une fois, qu'on va traiter pendant l'événement. Lorsqu'on parle de numérique, lorsqu'on parle de digital, on parle encore une fois, le sujet majeur, c'est la data. C'est la maîtrise de la data, c'est l'interprétation de cette data, et puis c'est également comment mettre en place des politiques pour que cette data soit bien gérée dans son cycle de vie. Facebook, effectivement, il y a un scandale par rapport aux élections américaines, par rapport au Brexit, etc.
je suis convaincu que, encore une fois, l'entreprise, les institutions, le citoyen doivent prendre en compte ce type de problématique. Je ne pense pas qu'on va pouvoir évoluer, développer de manière exponentielle l'e-économie si on ne met pas au cœur de cette stratégie la cybersécurité. Oui, mais la question, c'est que pourrait faire un pays comme l'Algérie face à un géant comme Facebook? Absolument rien. Je veux dire, ça revient à l'utilisateur en réalité. Je ne pense pas qu'il faille opposer un État par rapport à Facebook. C'est cela. Facebook aujourd'hui, son gain de pain... Parce que c'est les questions qui sont revenues. Hein. Oui, tout à fait. Je reviens sur ce que dit monsieur et madame tout le monde aussi sur les réseaux sociaux. Justement, monsieur et madame tout le monde, vous avez 100% raison de parler de ça. Encore une fois, je ne pense pas qu'il faille opposer les États ou l'Algérie, l'État algérien par rapport à Facebook. Facebook est une entreprise lucratif. Son objectif, c'est d'être lucratif. Son entreprise, c'est de manipuler la donnée. Donc, manipuler la donnée, c'est vous manipulez, vous, moi, mon profil, votre profil, savoir le maximum de choses sur votre vie. Bon, ça, c'est le modèle économique des réseaux sociaux. Une fois qu'on a fait ce constat-là, il faut aller un peu plus loin et se dire finalement, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que citoyens, en tant qu'entreprise, lorsqu'on va héberger une page, un profil d'une société ou mon profil personnel sur Facebook, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je ne sois pas manipulé? Tout simplement en se posant une question simple. Lorsque je marche dans la rue et qu'un inconnu me demande mon prénom, est-ce que je lui donne? Non. Pourquoi je le ferai sur Facebook? Donc il faut avoir une hygiène sur les réseaux sociaux. On ne communique pas sur les réseaux sociaux ce qu'on ne communiquerait pas dans la vie de tous les jours à un inconnu. À partir du moment où on a compris ça, il n'y a pas de danger vis-à-vis de Facebook. Hein. C'est une entreprise privée qui fait de l'argent avec vos données. Vous le savez, donc vous ne donnez pas des informations qui sont sensibles sur vous ou sur votre entreprise. Protection de la vie privée, cybercriminalité, protection des données, cybersécurité, 3 au 5 avril prochain. Ça se passe à l'hôtel Sheraton. Forte participation africaine de pas mal de pays qui seront présents. En plus, bien évidemment, des institutions et des organisations algériennes. Et qui prendront part donc à ce 6e rendez-vous, qui est une première édition africaine, mais qui est un 6e rendez-vous national. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on devrait retenir? Quel est le message que vous devriez absolument passer? Quelle est la question que j'aurais dû absolument poser, mais que je n'ai pas posée, à laquelle vous auriez souhaité répondre? Écoutez, nous on souhaite tout simplement que l'Algérie comprenne, les Algériens comprennent que nous avons un pays formidable, que nous avons des compétences algériennes et que nous avons une vision qui nous permet demain d'être souverains en matière de cybersécurité et d'être une plateforme formidable d'échange panafricaine sur ce domaine-là. Si, sur ces 3 jours-là, ce sujet-là est compris, est traité et véhiculé, je pense que l'événement sera un succès. Il est ouvert au public ou non? Alors, il est ouvert à qui? Il est dédié et destiné à qui? Destiné aux entreprises, institutions, administrations. C'est un événement qui est soumis à inscription préalable. Ensuite, pendant les 3 jours, il est ouvert au public professionnel, gratuitement, accès, conférences, ateliers. Que demande le peuple? Si ce n'est de la brioche, comme dirait... Tout à fait. Comme dirait elle. Alors du coup, le MEDIT se prépare ou pas? Parce que c'est XCOM Communication qui l'organise aussi. Tout à fait. XCOM Algérie. C'est en préparation, effectivement. Habituellement, il se déroule à quelle période? On n'est pas dans sa période là? Non, on n'est pas dans sa période, c'est après l'été. D'accord. L'année dernière, c'était au mois de novembre. Cette année, ça sera probablement au mois d'octobre. Ça continue de fonctionner autant? Oui, ça continue de fonctionner autant. Alors ensuite, il y a beaucoup de réflexions avec les équipes, beaucoup de réflexions avec nos sponsors, de savoir est-ce qu'il ne faut pas recadrer un petit peu le format, le rendre un peu plus spécialisé. Voilà, c'est en réflexion et on vous prépare de belles surprises. Ah oui? Oui. Il y a de vrais constructeurs aujourd'hui dans le domaine du IT en Algérie? Il y a des constructeurs qui se mettent en place. Dans le même modèle économique que l'assemblage des véhicules? Vous voulez que je sois franc? Oui, je pense, oui. Aujourd'hui, effectivement... Parce que vous ne pouvez pas monter certains composants si vous n'êtes pas certifié. Je ne pense pas qu'on soit capable, en quelques années, de concurrencer les constructeurs américains, les HP, les IBM et consorts. Donc on fait ce qu'on peut en Algérie. C'est déjà bien d'avoir des assembleurs locaux. Faut penser à l'emploi local. Aujourd'hui, quand vous importez un matériel fini, il n'y a pas de création d'emploi direct. À part le distributeur qui va l'importer, il n'y a pas de création d'emploi. Le fait d'avoir aujourd'hui la chance d'avoir en Algérie des assembleurs
de portables, des assembleurs de PC, des assembleurs de tablettes, des assembleurs de téléphones. On a la chance d'avoir déjà la création d'emplois, avec probablement une volonté à terme de faire de la fabrication réelle en Algérie. Ils prennent part à votre salon? Oui, bien sûr, bien sûr. Encore une fois, on adresse tous les secteurs d'activité. Ils prennent part, bien sûr, les DSI des principaux constructeurs, comme vous les avez appelés, dans le domaine de l'informatique. Les principaux assembleurs. Oui, les principaux assembleurs seront présents, bien sûr, à travers leur directeur informatique, à travers leur responsable sécurité. Merci à vous. Merci à vous. Merci d'avoir été là. Merci. Bonne chance. Merci. Mahdi Zakaria, XCOM Communication, en parle donc aujourd'hui de l'African Cybersecurity Summit qui va se dérouler à Oran. C'est au Sheraton 3, 4 et 5 avril prochain. On va parler un peu de tout, de protection de la vie privée, de cybersécurité, de cybercriminalité, de la protection des données, de cybersécurité donc encore une fois. Et l'inscription, ça se passe sur Internet et un site ou pas? Oui, il y a un site acss.forum-sit.dz. Ah oui, quand même. XCOM sur Facebook, ça passe aussi. XCOM sur Facebook, ça passe aussi, oui. Alors, pour ceux qui n'ont pas trop suivi, XCOM sur Facebook, vous allez retrouver toutes les actus. Sinon, vous avez le fameux hashtag la matinale des Z, Mahrez Rabia ou autre. N'hésitez surtout pas, je vous passerai toutes les actus et toutes les infos. Merci à vous. Merci. Bonne chance en tout cas. Merci. Allez, quant à nous, on va parler d'une association dans quelques instants. L'association s'appelle l'association Mouloud Feraoun. Et ça tombe très bien parce qu'ils ont organisé le fameux concours Mouloud Feraoun dans le cadre du festival Lire en Fête à Tizi Ouzou. Demain, c'est la grande clôture. On reçoit aujourd'hui les lauréats. C'est des jeunes, ils sont beaux, ils sont brillants. Ils seront là avec un membre de l'association. Mais ce sera juste après cet hommage rendu par Nollouda Bouzgaou à Mouloud Feraoun. Allons-y. Un brin d'humanisme est venu apaiser ces tempêtes d'équinoxe du mois de mars. L'enfant Foroulou est bel et bien vivant, par son nouveau-né, la Cité des Roses. C'est un livre qui était inédit, qu'il a écrit quand il est arrivé à Alger. Il a vu la situation qu'il y avait à Alger, c'était en 1957, c'était la fin de la bataille d'Alger, c'était juste avant les troubles du 13 mai, et il raconte tout ça jusqu'aux troubles du 13 mai et à ce qui s'est passé après. Il a terminé ce livre au mois de décembre 58 et il l'a envoyé donc à son éditeur. Alors, son éditeur a reçu ce livre donc, au mois de janvier 59 et il lui a demandé de le modifier un petit peu. Ce qui a dérangé un petit peu mon père, donc il lui a fait une lettre qui cette fois est parue dans les lettres à ses amis, où est-ce qu'il lui dit « Je m'attendais à un refus direct ou bien une acceptation, mais pas ce qu'on me demande de le changer. » Parce que ce livre, il considérait qu'il était bien achevé et qu'il devait paraître comme ça, dans cet état. C'est un certain 8 mars 1913 que le village de Tizi Hibel de la Grande Kabylie a vu naître un homme digne et fier à la fois, l'un des plus grands écrivains algériens, Mouloud Feraoun. Boursier à l'école primaire supérieure de Tizi Ouzou en 1928, puis étudiant à l'école normale de Bozella en 1932, il devient instituteur à Tizi Hibel en 1935, un cursus qui se poursuit à Taourit Moussa en 1949. En 1952, il est nommé directeur du cours complémentaire de l'ex-fort national, l'actuel l'Arba'an Thiraten. Soucieux de son travail, il aime écrire, dire ce qu'il voit, ce qu'il ressent et ce que tous les Algériens de son époque pensaient haut et fort. Il écrivait sur des cahiers d'écolier pour donner naissance à son premier livre, Le Fils du pauvre. Foroulou, ce personnage qui s'est tant ancré dans la mémoire de toute une génération. Puis, toute la succession de ses autres livres, tous couronnés de succès. Il a commencé par écrire Le Fils du pauvre. Il a commencé en 1934. Et là, dans ce livre, il essayait de raconter la Kabylie, de raconter la façon dont vivaient les gens. Donc quand on lit son livre, chacun se retrouve un peu dans Le Fils du pauvre. Alors il a achevé ce livre, mais il n'avait pas où l'éditer. Donc de temps en temps, il rajoutait quelque chose dedans. En 1944, il a terminé complètement. En 1948, il a fait l'épilogue. Et puis il essayait toujours de l'éditer. Comme il n'a pas trouvé d'éditeur, il l'a édité à compte d'auteur, à ses frais. Il l'a distribué. Et comme il a pu avec ce livre avoir le Grand Prix de la ville d'Alger, ça a donné une notoriété au livre et
il y a des maisons d'édition, une maison d'édition en particulier, Le Seuil, qui a racheté ce livre pour l'éditer elle-même. Donc en 1954, elle l'a racheté, après avoir déjà édité un de ses livres. Ce journal, c'était pour raconter tout ce qui se passait au fur et à mesure quand ça se passait. Il a commencé en 1955, il a voulu le terminer en 1961. Donc il l'a envoyé à sa maison d'édition, bien sûr clandestinement, parce qu'on ne pouvait pas transporter ce genre de documents. Donc il l'a confié à un de ses amis, qui l'a transporté aux éditions, et les éditions ont eu peur de le sortir à l'époque. Alors lui s'est fâché, bon, il y a encore une lettre qu'il avait écrite, qu'on a gardée à la maison, parce qu'il était fâché, il leur disait, si ce n'est pas maintenant que ça paraît, ça ne servira pas, ça ne sera pas utile, donc ça ne sera plus la peine de le faire. Les éditions ont attendu 1962 après sa mort pour faire paraître ce journal, et lui il n'a pas arrêté d'écrire jusqu'à la veille de sa mort, il écrivait encore. En 1957, il reçoit une lettre de menace qui ne pouvait le laisser indifférent devant la sécurité de ses 6 enfants. Ainsi, il marque un tournant décisif dans sa vie. Il quitte alors avec le plus grand regret son village natal pour les hauteurs d'Alger. Complètement dépaysé dans cette grande ville, Feraoun passe un moment douloureux et difficile. Ces moments le conduisent à une dépression qui le coupe de son monde extérieur. Mais son caractère aussi dur et aussi fort, son amour de la vie, son amour des êtres, son refus de croire à la totale méchanceté des hommes et du destin, l'encourage et le pousse droit devant pour continuer son chemin et accomplir son devoir aussi bien que possible. En 1957, il est nommé directeur de l'école primaire Nador de Clos de Salambier. Aujourd'hui, ses anciens élèves remémorent sa mémoire et revivent à plein cœur et en toute émotion ces moments de bonté et de paternité que Mouloud Feraoun ornait ses relations avec eux. Voilà, c'était un hommage rendu par Mouloud Abouzgaou à ce grand monsieur. Alors ce matin avec nous pour en parler, Mehdi Zakaria, c'est passé il y a quelques minutes. Nous avons Mokran Sahamik. Comment ça va bien? Azoul, bonjour, ça me fait un grand plaisir de revenir à votre émission. C'est vraiment un régal. Un régal, laissez partir, oui. mesdames, messieurs, 12 minutes à marathon, vous allez le voir. Ce matin, il n'est pas seul, il est accompagné de jeunes pousses, jeunes lauréats d'un concours littéraire, du concours Mouloud Feraoun, d'ailleurs, qui a été organisé dans le cadre du festival Lire en Fête. Ça s'est passé du 25 mars, ça continue jusqu'à demain d'ailleurs. Ça se passe à Tizi Ouzou avec nous. Donc, Massila Ouachek, bonjour. Premier prix chez les collégiens en langue arabe, parce qu'il y avait 3 catégories si je ne me trompe pas. Alors langue arabe, tamazirt et français. Exactement. Alors nous avons aussi avec nous le jeune, le plus jeune, c'est Taïeb Hamel. C'est celui-là, Taïeb Hamel. C'est pas toi, Taïeb Hamel? Non. Celui-là. Toi, tu t'appelles comment? Tamer Wassim. C'est vrai? Tamer Wassim? Oui. Bienvenue à toi. Alors Merci. toi, tu as eu le 2e prix chez les écoliers. Oui. Quelle langue? Français. En français? Eh ben, bienvenue à toi. Merci. Et nous avons avec nous, et donc, Taïeb Hamel. Oui. Salut, comment tu vas bien? Oui, je vais bien. Et je vais parler en tamazirt, ma langue maternelle. D'abord, je dis Lithazouara Zulflaouni Mara, Soumatha. Et Nkini Ngdan Elmad Ougharbaz Elmasna Alish Youssef. Je remercie infiniment l'association de Mouloud Feraoun et le président de cette association, M. Mokran Sah, ainsi que mon collège Alish Youssef, et ceux qui ont collaboré avec moi. Premier prix Tamazirt chez les collégiens. Et français. Et français aussi. Oui. Bah les deux. Bah, c'est très bien. Bienvenue à vous. Merci. D'abord, comment s'est passé le concours cette année? Vraiment, c'était fantastique. Donc, je remercie le CM Alish Youssef qui nous ont ouvert les portes, le directeur, les enseignants. Ils étaient vraiment, ils étaient avec nous. Ils ont collaboré complètement. Et je remercie les élèves du CM Alish Youssef qui étaient nombreux. On a donné 15 prix, donc 5 pour la langue arabe, 5 pour la langue tamazirt et 5 pour la langue française. Mais je remercie tous les élèves qui ont participé à ce concours. Et hier, parce que Tizi Ouzou, il est en fête. Il y a le festival Lire en Fête. On a profité de l'occasion pour honorer nos élèves, ces bijoux,
c'est la génération future. On les a honorés hier à Tizi Ouzou, avec en collaboration toujours dans la direction de la culture, Madame Goulziane, même elle, on l'a honorée parce qu'il mérite. C'était vraiment la fête à la bibliothèque principale de Tizi Ouzou. Je remercie vivement tous les invités qui sont venus avec plaisir. Le monsieur Rajef de la Pioui, le syndicat des artistes d'Arafah, la directrice de l'université de Oued-Daïsir, monsieur Karim Bacha de la fondation Bacha Mustafa. Je remercie tous les gens. Je remercie beaucoup monsieur Azlef qui nous a aidés dans son concours. Vraiment, hier c'était la fête. L'Iran fête, on a honoré nos élèves. Il y a les filles qui sont venues en robe cabine, c'était extraordinaire. Les garçons avec le burnous, c'était vraiment une fête totale. Voilà, c'était sa liste de remerciements. Et si tu ne l'arrêtes pas, elle est encore plus longue. Alors, non mais qu'est-ce qui vous a donné envie de participer, de prendre part au concours? On va commencer par vous. Ben oui. Massila. Je suis venue aujourd'hui. Je vous remercie pour l'invitation. Et je remercie Monsieur le Président. Il est toujours derrière nous. Il nous encourage tout le temps. M'a fait les études d'art, tout. Alors hier, c'était bien passé. C'est une fête formidable. Alors on a dit nos projets. On a fait 3 projets avec 3 langues, en français, en arabe et en tamazirt. Oui. Et puis j'ai eu la première place en arabe parce que c'est la langue que j'aime. Même si je suis kabyle et ma langue maternelle c'est tamazirt, mais j'aime aussi l'arabe. C'est très bien. Alors, c'était bien passé. Je remercie encore. Il y avait un thème ou il y avait quoi exactement? Le thème c'était la vie. La vie, l'œuvre de Mouloud Faraoun. La vie, l'œuvre de Mouloud Faraoun. Il peut lire un petit texte en arabe. Si vous voulez. Vas-y, tu... Bon, أولا مولود فرعون ككاتب وراوي جزائري كبير يكتب باللغة الفرنسية وهو معلم فريد وكبير وقضى زمنا ليس بالقليل في تعليم الأطفال وولد هذا الأخير في 8 مارس 1913 ميلادي وهو من عائلة فقيرة جدا لكن رغم فقره وفقر أسرته إلا أن ذلك لم يمنعه من الالتحاق بالمدرسة والنجاح في مسيرته الدراسية وهذا الجانب خاصة الذي أعجبني فيه وفي شخصيته يعني أن رغم الفقر الذي كان يعيشه إلا أن كان يتغلب على كل الصعاب بالجهد وبدون ملل وكلل توصل إلى أن يكون أكبر الشعراء في العالم العربي يعني فخر كبير لي ولكل الأمازيغيين ولكل أولاد بني دولة ولكل تيزي وزو أن نشكره وأن نحييه دائما وكل ما نقدمه قليل يعني لما قدمه الإنسانية والبشرية كلها. Voilà, parler donc de Mouloud Faraoun, de sa place dans le monde arabe, en Afrique surtout, et dans les pays francophones. C'est vrai qu'il a laissé une œuvre considérable. Et on en avait parlé d'ailleurs en 2013, rappelez-vous, on avait reçu le fils de Mouloud Faraoun à l'occasion du centenaire de Mouloud Faraoun, où on avait parlé de la réédition de certains ouvrages, et de certains ouvrages qui étaient ressortis du tiroir alors qu'ils n'avaient jamais été édités, dans une histoire d'amour assez particulière. Ça, on pourra y revenir prochainement. Et toi, tu t'appelles comment d'abord? Je m'appelle Wassim. J'adore, on va le piquer toujours de la même manière. Alors lui, il s'appelle donc Wassim Tamer. Oui. T'as quel âge? J'ai 10 ans. T'as 10 ans? T'es en quelle année? En 5e année. Cette année, t'as l'examen? Oui. C'est quand la date de l'examen de la 5e? 23 mai. 23 mai, juste avant le bac. Oui. Ouais. T'as entendu la ministre qui l'a annoncé? Oui. T'es content pour le 23 mai? Oui. C'est normal, s'il n'y a pas de problème, Ramadan et... Il est prêt. Oui. Je suis prêt. Ah, t'es prêt, ça y est? Pas la peine d'aller à l'école pour le prochain. Si. Ah si, quand même. Alors du coup, qu'est-ce que tu sais de Mouloud Faraoun, toi? Allez, on discute. Est-ce que tu connaissais un peu Mouloud Faraoun avant le concours? Oui. Oui. J'ai lu ses livres. Ah, t'as lu ses livres? J'ai pas fini encore. J'ai pas fini Le Fils du Pauvre, mais... Il te plaît? Oui. Il est facile? Non, un petit peu. Un petit peu. Faut relire des fois? Faut lire la page, la relire une deuxième fois pour essayer de mieux comprendre? Oui. Alors toi, tu as eu le deuxième prix en langue française. Dis un petit peu. Vas-y, lis-nous un petit bout. Mouloud Faraoun naît le 8 mars 1913 dans le village de Tizi Hibel. Il porte le nom d'Eit Ben Faraoun, étant le nom qui a été imposé par
par des officiers à faire, un indigène changé de donner un état civil aux populations kabyles. L'insurrection de 1971, ses racines familiales, sociales et culturelles sont prépondérantes pour Mouloud Feraoun qui intitule son premier roman autobiographique Le Fils du pauvre, fait de la culture kabyle le principal composante de son identité. Et ça, c'était un court passage de ta participation. C'est bien, en plus il écrit bien. Hein. Ah oui, notre grand Wassim. Oui. Effectivement, avec l'insurrection de 1871, où il parle déjà de sa famille, et puis parmi ses ouvrages, Le Fils du pauvre, l'un des plus connus. Et qui a été censuré par la première édition. Les Français l'ont censuré parce que dans Le Fils du pauvre, il parle aux immigrés qu'on peut gagner la France. Ouais. Il peut gagner la France. Ils l'ont censuré maintenant, donc il est réédité. Avec la vraie version. Voilà, la vraie version, là où Pharaon appelle les immigrés à s'organiser, que la France a été battue par l'Allemagne, on peut battre la France. Il éveille les consciences. Ouais. Que pour arracher l'indépendance, il faut prendre les armes. C'est là où il a dit Pharaon, je suis prêt à mourir aujourd'hui, être fusillé demain, je sais que j'appartiens à un peuple digne qui est grand et restera grand. Il arrachera ce trésor que s'arrachent les peuples, l'indépendance, et je sais que mon peuple la gardera très longtemps, et on est fiers qu'on est indépendant. Voilà. Et vous avez parlé du prénom qui a été imposé, c'est vrai, hein, ça s'est passé pas que pour les Kabyles, mais pour tous les Algériens. On était tous des indigènes à l'époque, oui. Même si les Français qui sont en Algérie ont tendance à l'oublier aujourd'hui. Bon, ça c'est un autre débat, un autre discours qu'on aura sur une autre chaîne prochainement. Alors du coup, ce matin, avec nous, ah bah oui, le premier prix chez les collégiens. C'est un brillantissime garçon qui s'appelle lui Tayeb Hamel. Alors toi, t'as quel âge? 15 ans. T'as 15 ans? T'es en quelle année? En 4e année. Ah, donc cette année, t'as l'examen aussi? Oui. Toi aussi, t'es en 4e? Ouais. L'examen, c'est pour quand? Normalement, c'est le 28 mai. C'est le 28 mai? Oui. C'est juste après le bac? Et juste après aussi la 5e. Oui. Ah, bah c'est super ça. Alors toi, t'as participé en langue française et en langue tamazight? En réalité, j'ai participé en 3 langues. Oui. Langue française, tamazight et arabe. En arabe, t'as perdu? J'ai pas perdu, mais bon, je suis pas le premier. T'es pas le premier? Oui. Mais par contre, en tamazight et français, je suis le premier. D'accord. Et avec garçons et filles, hein? Oui. Les plumes sont différentes. Oui. On a créé un concours pas mixte. Alors du coup, allez-y. Ce résumé de mon projet en langue tamazight, j'aimerais bien l'illustrer. Alors, Mouloud Feraoun, ذميرون الجزائري يترون جنليس ستثليث طاروميث إلول ذي ثفسوث ذي 8 مغرس 1913 ذي تيزيه بل لارش نث دولة يكرد دي ثواشولت تيجليلت فرعون دي سم تواشولت إذا سنفكاني روميين اسم نسن الصح ذات شعبان إكشما غربازة منزوم خاصة كنا مشوار غزيف يصبر لاز الحيف أكنا دياغ مالموذ ذي ثليثي ذي الجزائر يزار بيت الخوف رومي يروح حد يرنو الموذ ذو غربازة لماس تمذين تيزي وزو خاصو لما غبريد يساون يفدل نيس العمر كاون إمي غاسير ميس غار ثموسني مقوار ورثي يشقي وبريد خاص يوعر يورا غطاس بون قالن يتواسنن ذو مظال يارسن ميسي يليل يكتواسقلن غار 28 توثلاين يسوفغيتي ديال 1950 أكل ذي ذمن إدي سوفاغ 1953 إبرداني قتالين إدي سوفاغ 1957. Et le texte est encore lent. Non. Un petit peu, continue un petit peu. Oui. J'adore. أسمي دي بضوا سامشوم 15 مغرس 1962 ثرياقي ثموسني ستيماديس
مي تكشم ثرصاص تاكسوميس سيد فاغ سكبشكيض لوايس دا المولود كفاثو ذارسيس نوان سن تامث شومات ذاين يقورن في ضيس ماشا يقول دي في الطيوجيس ذوي ذاك يدون قالنيس. Bel hommage en tout cas. Merci. À Mouloud Firaoun. Et j'espère que vous êtes nombreux à avoir compris. Pour ceux qui ne l'ont pas compris, vous verrez la rediffusion. Je vous ramènerai un traducteur, il n'y a pas trop de problème là-dessus. Bon, bah bravo. Bravo pour le concours. Merci. Ce qui nous fait plaisir, c'est de voir la jeune génération qui parle de Mouloud Firaoun, qui a lu Mouloud Firaoun ou qui lit actuellement Mouloud Firaoun, et de voir aussi qu'il s'intéresse à la lecture, qu'il s'intéresse à autre chose qu'au... Bon, le sport c'est bien, mais s'intéresser à la littérature, c'est important aussi. Mais Mahrez, il faut savoir que c'est des champions. Il fait du judo, il fait du judo, et il fait du football et de la gymnastique. Nous, à l'association Mouloud Firaoun, on est là pour les encourager à étudier, à faire du sport. L'essentiel, la loisiveté, mère de tous les vices. Ah, vous avez raison. En tout cas, merci d'avoir été là. Je vous souhaite beaucoup de succès. Moi, ça me fait plaisir et sincèrement, ça me donne de l'espoir pour l'avenir de voir des jeunes qui font du sport, effectivement, mais le sport n'est pas tout. Parce qu'une société qui avance, une société solide, une société qui est bâtie sur de bonnes bases, c'est une société aussi qui est composée d'intellectuels et non pas que de businessmen et de sportifs. C'est les intellectuels avant tout qui doivent mener une société, qui doivent lui tracer la voie d'une société qui avance dans le bon sens. Merci encore. En tout cas, c'était un plaisir. Il faut travailler voilà. Avec les écoliers. Et il s'appelle Mokran Nessa. Et les collégiens. Voilà. امتنس ذي رحمة قد ذا زيخير إذا لسنا غدا ناكير ذا زاري صار نظفر نعم ذا نقر نثورين ولا غادي نقر الرسل شد المنسوت المغارة تجيض تسوس تايقير لا نوفيل جينيراسيون سي ان بليزير دو ترافايي افيك نو جون فيف l'Algérie on n'a pas de pays de rechange Galwara nos martyrs ils ont voulu l'indépendance Galwara nos martyrs vive l'Algérie ثاني مير ثنوان. Merci à vous. Merci. On ne va pas oublier de remercier le chef d'arrêt qui était avec nous hier. Elle est partie. Ah bah oui, mais il a raison en même temps. Bah oui, c'est important. Alors du coup, merci Mokran, merci Taïb Hamel, merci Wassim Tamer, merci Massila Wachek. C'était un plaisir. Bonne chance pour la suite. Je vous souhaite beaucoup de succès. Merci encore. Nous, dans quelques instants, on retrouvera Louni Saïtaoudia sur le plateau. Il est à la tête de l'association Les Amis de la Rampe Louni à Reski. Ça tombe très bien, commémoration du 18e anniversaire de la création de l'association. Ce sera dans quelques instants. Ce sera juste après ça. Et ça, c'est... Excellente matinée, nous sommes le vendredi. Vous êtes à Lève-toi le vendredi quand même, hein? Eh ben oui. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Des petits ennuis de santé, de fatigue et tout, mais ça va. Ça va mieux? Le cap est maintenu sur le plan de la culture. Ouais. Le cap est maintenu. Ah, il est maintenu? Absolument. Il n'y a pas de problème là-dessus. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de vous voir. Ça fait un moment que je ne vous ai pas croisé. Moi aussi, le plaisir est pour moi. La dernière fois que je vous ai vu, c'était en radio. J'étais un peu jaloux. Je me dis, comment il va à la radio, il passe pas chez nous? C'était planifié pour passer le lendemain ici. Ah, donc c'est pas l'un sans l'autre, impossible. L'un sans l'autre, impossible. Allez, bienvenue, Louni Saïtaoudia, président de l'association Les Amis de la Rampe Louni à Reski, ex-Rampe Vallée. Vous faites votre retour dans la matinale parce qu'il y a un anniversaire. Et on va commémorer ce 18e anniversaire de l'association. Alors, ça passe vite. Hein. Très bien, ça passe très vite. Un éclair. Figurez-vous, avec mes 74 ans d'âge, j'ai tiré vous êtes jeune, vous avez la vie conclusion de la vie. C'était un éclair. Je n'ai pas vu les années filer. Oui. Incroyable. C'est pour ça que je conseille aux jeunes de croquer la vie à pleines dents, en dépit de toutes les situations et de tous les... Allez, expliquez-moi, qu'est-ce que croquer la vie? La vivre intensément, la vivre densément et dire que la vie vaut la peine d'être vécue. Vous êtes contre les discours pessimistes, un peu négatifs. Vous êtes au contraire pour un discours un peu plus positif, un peu plus ambitieux, plein d'espoir. La vie est une symbolique de l'espoir. Oui. Exactement. Ah bah oui. Voilà. Il faut vivre sa vie densément, intensément, et lui donner surtout un sens. Moi, ce qui m'aide à m'équilibrer, j'ai donné un sens à ma vie. La culture, le mouvement associatif, la société civile. L'histoire. Absolument. Oui. Ça équilibre. Alors, lorsqu'on donne un sens à sa vie, je vous assure qu'elle vaut la peine d'être vécue. Ah oui.
tout cas, ça me fait plaisir de vous voir. Moi aussi. Le plaisir Sincèrement. pour moi est partagé. Je suis un peu jaloux de vos cheveux, par contre. Ah Parce bah, que la différence entre vous et moi, elle est visible. Une petite anecdote à propos de mes cheveux. Eh ben, Ce sont des vrais. J'avais alors, Ouais. les années 67, 68. Oui. Je revenais de la plage Oui. avec un célèbre personnage, Qui était Amar Zahi. On revenait de la plage de la Vigie. Eh ben, arrivé au 19, là où il habitait, j'ai vu un fourgon de police. Au revoir, Ahmad. À tout à l'heure, à tout à l'heure. J'avais mon livre, mon bouquin, j'allais à la plage. C'était quoi? C'était un peu votre grand frère, lui? C'était un peu... Alors, lui, c'était... Nous avons 3 ans, un écart de 3 ans d'âge. Ouais. Il est venu à Alger à l'âge de 9 ans. Oui. Et moi, je suis né au quartier où il est venu. Donc il était un peu comme votre grand frère. Ben absolument. Nous avions vécu toute une vie ensemble. Et je suis l'un des rares privilégiés à avoir vécu l'avènement de Amar Zahi à la chanson. Ouais. C'est à découvrir, nous le redécouvrirons. Je m'attelle justement à ce projet. Eh ben, je très bien. travaille. Ça, on y reviendra, ce sera avec joie et avec plaisir. Parce que si vous nous parlez de l'avènement de Amar Zahi à la chanson, comment est-il arrivé à la chanson et qu'est-ce qui a fait rencontrer le succès Très important, Amar Zahi, vous pourrez nous dire aussi ce qui a fait qu'il s'est retiré de la scène et de la vie médiatique. Ça aussi, on aura l'occasion. Oui, ça, Mais ça avant, va. alors vous marchiez ensemble, vous reveniez de la plage, vous dites au revoir à Amar. Amar, j'arrive à un fourgon de police. Rentrez dans le fourgon, monsieur. Mais comment, monsieur? Rentrez, bousculé, arrivé au commissariat de police. C'était un Alors, commissariat de coiffeur. Alors j'ai trouvé, j'ai été accueilli avec rudesse. Hein. Quelle année? J'avais trouvé des jeunes filles, je le dirais, auxquelles on badigeonnait les genoux. Eh ben oui. C'était quoi? C'était mes cheveux qui étaient trop longs. C'était en quelle année? Et c'était mon goût. C'était les années 60. Oh non, mais c'était en quelle année? Les années 60, hein? 60 ou 70? Les années 60. De 60 à 70, 65, 66, 67, 68. Je ne peux pas... Couper les cheveux à cette époque-là aux hommes, ça on en a toujours entendu parler. J'ai mes cheveux longs depuis ma tendre enfance. On vous les a coupés. Eh ben, non, heureusement, non. Je m'enorgueillis d'avoir eu ce réflexe, ce courage, d'avoir refusé la tondeuse au commissariat. J'ai pris l'engagement de repartir chez moi. Il était 10 h du soir. On leur dit en promettant que mes cheveux seront coupés le lendemain matin. Et le lendemain matin, je me suis coupé les cheveux. Maintenant, mais la symbolique, c'est que... Maintenant, c'est une sorte de revanche. J'aime bien les cheveux longs. 50 ans après. Ben oui. Vous vous vengez de la police de l'époque. C'est ma philosophie. Oui, mais attendez, mais ce qui m'a choqué, parce qu'on va revenir à l'anniversaire de l'association, c'est ce qui est le plus important, mais c'est bien, vous êtes une mémoire vivante d'une Algérie que l'on raconte très peu, parce qu'on la raconte qu'à travers de grands martyrs qui ont marqué l'histoire de ce pays, l'indépendance, qui ont donné leur vie à l'indépendance de ce pays, et pour que l'on soit aujourd'hui. Mais on ne raconte pas aussi l'après, on ne raconte pas l'autre Algérie, c'est-à-dire il y avait celle du combat et de la lutte, mais il y avait celle du quotidien. C'est ce relais auquel nous nous attelons. C'est très bien. C'est cette réappropriation de notre algérianité. Les femmes se faisaient badigeonner les genoux. Oui. On leur peignait les genoux parce que leur robe était trop courte. Il y avait la mode de la mini-jupe à l'époque. Bah oui, c'est très bien. Les femmes doivent être libres, en burqa, en hijab ou en mini-jupe. Depuis, les choses ont évolué. Ah ouais, mais voilà. Mais on comprend mieux certaines choses. On comprend mieux. Et c'est dommage. Hein. Absolument. C'est dommage, c'est un peu décevant. Mais bon, c'est le passé, vous me direz. Et aujourd'hui, nous prenons quoi? Une liberté d'agir, de s'habiller, de dire ce que l'on veut, ce que l'on pense. En mini-jupe, en burqa ou en hijab, mesdames, vous êtes libres, choisissez selon vos valeurs. Dans notre algérianité. Chacun fait ce qu'il veut. Notre liberté, nous l'avions arrachée un 3 juillet. Maintenant, nous devons la cultiver, par contre. Alors, du coup, 18 ans, ça se fête, monsieur Lounès Zaoudia. Nous allons la commémorer dans un contexte particulier, un contexte d'affliction. Nous venons de perdre un personnage d'une dimension mythique, je dirais. Un enfant de la Kasbah, qui est né à la rue de Thèbes, qui avait la Kasbah dans l'âme, et qui est mort, qui a quitté ce monde
il est précisé sur l'article que nous lui avons consacré, son dernier souffle, Mahrez, a été pour la Casbah. Je vais vous le dire, je vais vous la raconter comment. Eh bien, il y avait la conférence internationale sur la Casbah. Il y a un air de ressemblance de dingue, hein. Nous devrions assister à deux au conclave international de l'UNESCO à l'hôtel Horaci. La veille, 2 jours avant l'inauguration de l'ouverture de cette conférence internationale, j'ai pris contact avec mon ami Jamal Soufiar Berahmou en disant, bon, là, une conférence, il m'a dit, d'accord, j'ai suivi cela, nous y serons, je serai au rendez-vous. Bon, mais je suis grippé, je suis au lit, je suis fatigué. Il dit, bon, nous avons 3 jours devant nous. Le lendemain, je reçois un coup de fil du ministère en me disant, non, après-demain, il y a une réunion préliminaire en présence du ministre de la Culture. Vous devez y être. J'appelle mon ami Jamal qui m'a dit, je suis fatigué, mais à cette réunion, j'assisterai. Je suis parti à sa rencontre. Il a eu le courage de conduire. J'ai vu qu'il était très très affaibli. J'ai même insisté pour que nous prenions un taxi. Il a refusé. Il a conduit péniblement. Nous sommes arrivés au palais de la culture. Il m'a pris par le bras. On est allé à la salle de conférence. Comme il est connu, tout le monde le connaît. Ouais. Eh bien, il a retrouvé son souffle, il s'est assis. Le ministre est venu, il a salué. C'était qui le ministre à l'époque? La conférence, elle a eu lieu ce 23 janvier. Ah, vous parlez de cette fois? Oui, bien sûr. Je pensais que vous parliez de 2000. Non, cette conférence de la Casbah. Oui, oui. Il a vu le ministre a salué un petit peu l'assistance lui-même. Eh bien, on a les débats, on a suivi un petit peu les recommandations du ministre, de manière à aller au séminaire avec les experts internationaux qui étaient invités. Eh bien, il a eu le réflexe de lever le doigt, de faire une intervention magistrale. Magistrale. Et depuis, il est revenu, il n'a pas pu assister à l'ouverture de la conférence et à sa clôture. Je le tenais informé tous les jours, il insistait. Eh bien, il a rendu l'âme, et son dernier souffle a été pour cette Casbah. Nous y reviendrons. Il n'y a pas que lui, 4 des membres de l'association l'ont précédé. 4 membres de l'association qui aussi ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Il y a Djibara Omar, Allah yarhamou, Mahmoud Kourechi, Allah yarhamou, Tamash Mohamed, Allah yarhamou, Zegouari Rachid, Allah yarhamou, Marouche Omar, voilà un petit peu la Rambouillet qui est une rue historique sur le plan culturel. Et comment vous allez célébrer ce 18e anniversaire? Alors nous allons le célébrer dans ce contexte. Nous allons le célébrer avec un hommage à Jamal Soufi, avec une évocation à ceux qui nous ont quittés. Aussi. Symbolique de les assurer que leurs vœux seront exaucés. Et que le combat sera poursuivi. Que le combat ne fera que continuer avec plus d'abnégation. C'est ça. C'est un devoir de mémoire. Donc pour Jamal Soufi, pour revenir, il a une maison, une très belle maison, aux 3 rues de Thèbes. Cette maison a été soufflée en 1956 lors du premier attentat de l'État français. On dit la main rouge, c'était l'État français. Il y avait une complicité telle qu'une bombe a été déposée après les heures du couvre-feu. Et vous savez, ça a été un carnage, un véritable carnage. Et bien, ce Jamal Soufi avait 13 ans. Il a sauté du lit, il a vécu tout ce drame. Il lui est resté en mémoire. Il lui est resté en mémoire. Eh bien, figurez-vous, 20 ans après, il vient me voir en me disant, écoute, j'ai rendez-vous, je veux absolument te voir. Tu écris, je lis, il m'arrive de contribuer sur la presse, comme vous le savez. Bon, il me dit, écoute, moi, j'ai quelque chose qui me pèse. Il y a un oublié de la rue de Thèbes, du massacre qui s'est produit. Eh bien, ça me pèse. Il m'a raconté. Dans la précision du détail. Bon, c'était quoi? C'était un modeste électricien qui travaillait à l'époque à l'EGA, l'actuel Sondel Gaz, qui était électricien, qui avait un petit magasin dans la maison, derrière la maison du Jamal Soufi. Alors, celui qui avait un problème d'électricité allait le voir.
Eh bien, lors de l'explosion, la bombe a été déposée de manière à ce que l'électricité, toute l'électricité saute sur toute la Casbah. C'est ce qui s'est produit. Alors, vous vous rendez compte un petit peu du climat d'apocalypse sans lumière. Eh bien, c'est cet électricien qui a été soufflé lui aussi, il n'habitait pas loin, qui a réussi à rétablir l'électricité. Et c'est là où il y a une séquence de la bataille d'Alger, avec la pointe qui débarque avec les Saadiens qui sont suivis, parce qu'il y avait la population. Lorsque l'électricité est revenue, la population s'est insurgée, elle voulait aller sur Bab el-Oued pour une vengeance. C'est lorsque, la séquence de la bataille d'Alger l'illustre très bien, lorsqu'il y a la pointe, et tout ce qui s'ensuit, eh bien, celui qui a rétabli cette électricité, eh ben, on a vendu la mèche, il a été signalé. Pourquoi? Parce que les autorités, lorsqu'elles ont appris que l'électricité était revenue, elles ont fait leur enquête par délateur transposé, eh ben, on l'a dénoncé. Vous savez ce qui s'est passé? On est venu 3 mois après l'arrêter chez lui, dans sa maison, le torturer publiquement devant sa famille à mort, le raccompagner à son petit magasin. Pourquoi? Pour une simulation d'évasion. On lui a tiré dessus. Et qu'il y avait qui dans cette opération? Jean-Marie Le Pen. Comment? Il avait un poignard. Après les tortures, ils sont descendus de la maison et il a eu le malheur de perdre son poignard. Le poignard a été retrouvé. Son départ, il a été retrouvé et mis dans une boîte de compteur. Lorsque Jean-Marie Le Pen s'est aperçu qu'il avait perdu son poignard, eh ben, il est venu la fouiller. Ils ont fouillé la maison, ils ne l'ont pas retrouvé. Et Djamel Soufi a tenu à ce que l'histoire ressurgisse. Et cite le nom de cet homme qui est Moulay Ahmed, qui a rétabli l'électricité, qui est mort en martyr, qui a éclairé la Casbah, qui était dans les ténèbres. Vous voyez un petit peu. Eh ben, c'est un article de presse qui a été repris dans le détail. Donc, si vous le permettez. Oui. Ça va être long et on n'a pas beaucoup de temps. Ce que je vous propose, solennellement devant tout le monde, c'est que l'on poursuive l'interview dimanche matin si vous avez un moment. Volontiers. Alors là, vous avez parlé des compagnons de l'association, de ceux qui ont contribué à la création de cette association, ceux qui l'ont fait vivre, ceux qui nous ont hélas quittés. Vous avez parlé aussi de cet hommage à ce grand monsieur qui est Moulay, électricien. Et on reviendra dès dimanche. Alors le titre, un défenseur d'Al-Mahroussa s'en va. C'est une symbolique en elle-même. Et nous, ce qu'on va faire, ça se passera à Dal-Qadi. C'est quand? C'est samedi, 14h, Dal-Qadi, dans la Basse-Casbah. Pourquoi Dal-Qadi? C'est une symbolique. Djamel Soufi était attaché au patrimoine de la Casbah. Et nous allons nous recueillir à sa mémoire dans ce patrimoine qu'il aimait tant. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, Mahrez. On se plaint en me disant que j'étais trop lent. Mais quand vous ramenez des sujets, bah, c'est des sujets à traiter. Je ne suis pas un boucher, je ne coupe pas encore de la viande. Je ne pense pas pouvoir le faire d'ici... Allez, mais en tout cas, dimanche. Prenez soin de vous. Merci à vous. Nous, ce qu'on va faire, on va se retrouver dans quelques instants avec le sport. On va parler boxe avec Hakim Keshroud. Ce sera juste après ce reportage de Wassila Bati sur le Tour d'Algérie de cyclisme. Allons-y. Très bientôt. Toutes les conditions étaient présentes pour réussir cette 3e étape du Grand Tour d'Algérie. Les amoureux de la petite reine n'ont pas manqué ce grand rendez-vous sportif pour encourager la caravane et les coureurs durant toute l'étape, du point de départ de la grande place de l'émir Abdelkader de Mascara jusqu'à l'arrivée de la ville de Tiaret. Les villes intérieures sont connues par leur accueil. C'est des gens très chaleureux, c'est des villes Tiaret, on l'a fait en 2011. C'était vraiment, on a passé de beaux jours ici, surtout que j'avais le maillot jaune sur les épaules. On a réussi à le gagner, on a aussi gagné l'étape ici avec Youssef El Guigui, à l'époque il était avec nous au GSP.
Dès le départ de la course, les cyclistes du GSP ont poussé leur compatriote Hamza Yassine pour garder le maillot jaune en se positionnant en tête et rester parmi les 30 premiers le plus longtemps possible. Une fois arrivés au fameux et difficile col de Flenda, quelques coureurs ont essayé de faire la différence. Mais sans résultat, le peloton en tête est resté premier et a permis au Français Amadou Julien de garder le maillot à poids. Avant les derniers 50 km, l'Algérien Azdine Lagab, sociétaire du GSP, a réussi à se positionner parmi les 7 premiers en augmentant le rythme avec un écart de 2 minutes du maillot jaune. Après avoir parcouru 160 km en 3h45 minutes 14 secondes, le coureur du club VIB du Bahreïn, Costa Soria Axel, a remporté la 3e étape. Oh, I am so happy because it's my first victory in the category, in UCI Continental category, so I am very happy today. Ça c'est important pour moi, pour le maillot jaune, c'est plaisir pour moi, pour mon équipe. Quant au coureur algérien Hamza Yassine a réussi à garder le maillot vert et blanc. Le maillot jaune est revenu au cycliste du club français Martigues, Radioslav Konstantinov. Très français. Hein. J'étais chopé. Je disais très français d'ailleurs. Radioslav. Alors du coup, le Tour d'Algérie se poursuit. On en parle avec vous, Hakim Keshoud. Bonjour. Très rapidement pour parler donc de la 4e étape qui aura lieu aujourd'hui, 178 km. Oui. Ce sera entre Tiaret et Qsar el-Boukhari. Voilà, un Tour d'Algérie en 6 jours à peine. Hein. 6 jours, ouais. Ça va très vite. C'est du 27 mars au 2 avril. Voilà, l'arrivée ce sera à Tizi Ouzou, ce sera le 2 avril à Tizi, Béjaïa Tizi. Voilà. C'est ça. Ce sera Béjaïa après Tizi, voilà. La dernière étape c'est Béjaïa Tizi avec un tour au niveau de la ville de Tizi Ouzou pour finir, pour clôturer ce Tour d'Algérie. Et ben voilà, et vous n'êtes pas seul aujourd'hui, vous êtes accompagné d'athlètes, de sportifs, de boxeurs pour être plus précis, il y a un gala international. Voilà, c'est des pugilistes, le noble art. On dit pas d'athlète pour les boxeurs. Non, on dit pugiliste. Vous n'êtes pas des sportifs? Des gladiateurs. J'adore, ouais, c'est des pugilistes. Bah oui, non mais tu sais, c'est un autre sport, hein, c'est un autre monde. Bah oui, bon, c'est le noble art. Voilà. Ouais, noble art, si vous le souhaitez. Aujourd'hui, on reçoit la dynastie Aliem, comment ça va? Ça va bien. Bonjour pour le public algérien. Vous n'êtes pas seul aujourd'hui et M. Hakim va nous présenter les autres athlètes, les autres pugilistes qui sont avec nous. C'est des champions. Oui. On a l'invité de l'Algérie, donc qui est un jeune Tunisien, donc présent également avec nous dans la catégorie des plumes, c'est ça? Ouais, 52 kg. 52 kg. Voilà. C'est un champion, c'est un grand champion tunisien. Qui est venu avec nos amis donc boxeurs algériens pour un grand tournoi qui va se dérouler donc demain du côté de Boufarik. Ça va se passer ils ont beaucoup plus d'informations sur un hommage déjà pour un grand monsieur, un ancien moudjahed. Ouais. Et je vais laisser le soin à nos amis de nous présenter leur gala de boxe. Et vous, monsieur? Bon, merci d'avoir nous invités ici dans ce merveilleux plateau. Je me présente Marie Ayoub, 21 ans, champion d'Algérie en catégorie cadet en 2012 et vice-champion en 2013. Après, j'ai arrêté la boxe en 2e année junior à cause d'une fracture ici au niveau d'épaule et à cause du baccalauréat. Les études et tout. Et maintenant, alhamdoulilah. Vous êtes de retour? De retour en force. En force, catégorie 64 kg. Super léger. Super léger. Hamdalien, quelle catégorie? Maintenant, on est 75. 75 kilos. Ouais. Alors, on a du 75 aujourd'hui. Sérieux, on dirait que je vends de la viande. On a du 75, on a du 52 pour la Tunisie, et on a du 64 pour l'Algérie. C'est ça, je ne me trompe pas. Voilà. Le gala va avoir lieu quand? Qui peut nous en parler? Demain? Demain, Inch'Allah. Oui. هي بمناسبة مهرجان السادس لسويداني بوجمعة اللي راح يحتضنها مدينة بوفاريك. ان شاء الله كما يقولوا تكون حاجة مليحة كاع الشعب الجزائري اللي نستضيفوا باخواتنا توانسة اللي كنا رحنا لكمنا عندهم والحمد لله جينا بالفوز. حنا صافي بليزير نقولوا اللي رانا كما يقولوا نديروا لي شونج ما بيناتنا
ان شاء الله غدوه تكون مباراه في المستوى، وان شاء الله تكون اللي راح تكون غدوه باذن الله ان شاء الله مناسبه راح تكون بطوله الجزائر في الاحتراف ان شاء الله بربي شامبيون دالجيري بروفيسيونيل. ان شاء الله نكونوا في حسن الشعب الجزائري ونديروا نتيجات باذن الله الرحمن. Alors on va parler un peu palmarès, on va faire le tour, on va commencer bref. La Tunisie à l'honneur, salut camarades. Larbi Bilal, là je me trompe pas. Ouais, Bilal Larbi. Bilal Larbi. Alors vous avez quel âge? Maintenant j'ai 20 ans. Vous avez 20 ans, ça vous fait combien d'années de boxe? J'ai déjà 9 ans. 9 ans de boxe. 8 ans champion de Tunisie. Ouais. 8 ans, oui. Pendant 8 années champion. 8 années champion de Tunisie. Ouais. Toujours dans la même catégorie? C'est quoi, c'est plume ça, non? Non, c'est mouche. Mouche. C'est mouche. Mouche, c'est pas plume. Non. Plume, c'est plus léger, voilà. C'est à partir de 49 kg, plus de 49 kg. Ouais. Voilà, c'est les plumes. Voilà. Ouais. Mouche. Mi-mouche. Mi-mouche. Voilà, mi-mouche. Ah ouais, quand même. Mini-mouche. Donc Tarak Mouche. Ouais, mouche. Mouche. Donc, combien de combats les dernières années? Combien de combats, combien de perdus, combien de gagnés? J'ai seulement gagné. J'ai jamais perdu. Sur combien de combats? Sur maintenant, j'ai presque 24. 24 combats, 24 victoires. Ouais. Vous êtes venu avec votre entraîneur ou vous êtes venu seul? Ouais. Avec votre entraîneur? Ouais. Il est tunisien aussi? Oui, avec mon entraîneur tunisien. D'accord. Il s'appelle comment? Il s'appelle Mohamed Sakouhi. Anam? Mohamed Sakouhi. Oui, ils sont venus chez nous. On a fait une gala à la Tunisie. Ça s'est bien passé? Oui, ils sont gagnés. Oui, ça s'était bien passé. Merci. ما خسرتش ربحنا الكل. Tu l'as vu celle-là? Combien de combats, combien de victoires, combien de défaites? 38 combats. Oui. En amateur, 4 défaites, 5 par KO. Oui. 5 victoires par KO. Oui, 5 victoires. 3 par abandon. Oui. Sélection équipe nationale cadet, après j'ai arrêté. Après, l'épaule, le bras, non, mais c'est très bien. Et maintenant, vous faites quoi? Vous êtes étudiant maintenant? Je suis en étudiant en droit, 2e année universitaire, c'est ça. Vous êtes à Alger? À Naba. Vous êtes le voisin? Ah, le voisin. C'est ça. Alors, du coup, c'est Alien, combien de combats? 30 combats, 30 victoires. 3 combats professionnels. Oui. Première place internationale. Alhamdoulilah, رانا بالعقل ça marche. 30 combats, 30 victoires, 3 combats professionnels, 3 victoires. ان شاء الله كما يقولوا غدوه بطوله الجزائر ان شاء الله نحضروا نتيجه ان شاء الله. On rappelle que c'est un tournoi, c'est un gala international également. Demain, il y aura plusieurs pays qui seront présents. Ouais. Voilà. Il y a combien de combats pour chacun? Normalement combat voilà. Mais غدوه ان شاء الله راح يكونوا غير لي شامبيون. مع من تلاكم؟ مع لي شامبيون تاعنا تاع الجيري لهنا باسكو حنا الزوج راح نديروا لو شامبيونات دالجيري يعني تيتر بور لو شامبيونات دالجيري مي هذوما دخلوا باسكو ولا لو بروفيسيونيل راح يديروا انترناسيونال فوالا سيمي برو سي با ان برو سيمي برو شغل بوابه الاحتراف. Premier combat en semi-pro. En semi-pro. Ouais. Il n'y a pas de t-shirt là. Il n'y a pas de maillot, il n'y a rien. C'est torse nu. Torse nu. C'est là où tu montres ce que. Chocolat. Si ça te manque un peu, les tablettes. Moi j'ai la couche de Allez, vous avez des images? Ramadan, il y a le Ramadan. Il y a le Ramadan qui arrive. Non, mais juste rapidement, parce que je sais qu'il ne reste pas beaucoup de temps, on va juste donner le programme de cet après-midi pour le championnat d'Algérie. Je sais que tout le monde attend ça. Donc, 24e journée du championnat d'Algérie professionnel mobilisé Ligue 1 et Ligue 2, ce sera demain samedi, avec cet après-midi à suivre sur la chaîne A4 et la chaîne nationale le match qui opposera le Sem Bel Abbès au Nasser Hussein Bey. Ce sera à partir de 16h à Bel Abbès, et puis également au stade du 20 août 55 en direct sur la chaîne A3, le match qui opposera le Chabab Riadid Belouizdad à l'USMA d'Alger sur Canal Algérie. Il y a la Coupe d'Algérie de Vaux-Vietnam Viet Vodao. Ce sera en direct à partir de 16h. Basketball avec la mise à jour du calendrier de National 1 et la 25e journée ce vendredi. Alors donc 25e journée avec plusieurs rencontres donc du côté de Boufari qui a eu la mise à jour déjà du calendrier. Ça s'est passé mardi dernier et avec donc pas de changement. C'est le statu quo au classement avec le groupement sportif des pétroliers qui reste en tête avec 45 points, suivi de Serbe Darbeda 44
24 points. Au bas du classement, c'est Milia qui est bon dernier avec seulement 25 points. La Coupe d'Algérie a eu le tirage au sort également qui a eu lieu. Les quarts de finale auront lieu le 13 et 14 avril prochain avec l'US Sétif qui sera face au MB Stawali. Le Nasser Hussein Dey affrontera l'OS Borj Bouarerij. Serbe Darbeida sera face au PSL Ulma. Et puis, l'IRB Borj Bouarerij affrontera le vainqueur du groupement sportif des pétroliers face au Wydad de Boufarik. Et puis on enchaîne avec du handball division excellence, 13e journée et statu quo dans le classement de la poule A et B. Ah oui, donc pas de changement également avec le carton plein donc, du jour est à mettre à l'actif donc, du champion sortant. Le CS Shalom Menaïd est face au groupement sportif des pétroliers. Victoire des groupements sportifs des pétroliers sur le score de 37-20 et victoire également d'Albiar face à El Oued. Au classement dans ce groupe A, c'est les pétroliers qui sont en tête avec 24 points, suivi du Shabab Riadi de Barraqi. Au bas du classement, 8e, c'est le MB Tajnant. Dans la poule B, c'est le CRB Milia qui est donc deuxième, qui avait été battu par Skikda qui est en tête du classement avec 24 points. Et c'est le CRB Ngaous qui est bon dernier. Et également, tirage au sort de la Coupe d'Algérie, avec les 16e de finale de handball qui auront lieu le 6 avril prochain avec le programme. Donc Ngaous sera face à Boufarik, Babloued sera face à Sétif, Lewam Annaba sera face à Milia, et puis Bourgla sera face à Blida, Saïda face à Wydad Al-Bayed, et puis le CRBEE Alger sera face donc à l'HBC Tizi Ouzou. On termine par la lutte. Très rapidement, c'est la 3e édition des championnats méditerranéens qui se déroule à la Coupole. Il y a encore de belles choses à voir cet après-midi du côté de la Coupole du stade du 5 juillet. Voilà. Et en parlant de la Coupole, il y a eu un concours de maths, de calcul. Ça s'est passé cette semaine. C'est vrai, hein? On en a parlé la semaine dernière. Non, mais il y en a eu un autre. Ah, il y en a encore eu un autre. Fois-ci, voilà. À la salle, à la Coupole. À la Coupole. Ah, magnifique. Il y avait le ministre des Sports d'ailleurs qui était présent. Sport, jeunesse, mathématiques, ça vient ensemble d'ailleurs. Mais c'était super, hein. Franchement. Ah, il y a des petits génies en Algérie. Combien d'heures d'entraînement par semaine, chers camarades de Tunisie? Bilal. Je fais lundi. Cher Bilal, ouais. Lundi matin, soir, mardi. Ah, en bi-quotidien? Oui, matin et soir. Oui. Matin et soir. Est-ce qu'on vit aujourd'hui de la boxe en Tunisie? Oui, ça va. Ça roule, شوي. إن شاء الله يمشي ويتحسن. إن شاء الله. خاطر احنا عملنا علاقة احنا واخواتنا الجزائرية باش معناتها نلعبوا دي غالا مع بعضنا باش يطلع البوكس شوية. C'est ça. Ça permettra de relever le niveau de la boxe, ça permet des échanges internationaux, ça permet surtout aux athlètes de se confronter à d'autres champions internationaux et puis ça permet aussi d'organiser des galas et de faire gagner de l'argent aux athlètes. Et il n'y a pas mieux que les combats pour évoluer, hein. Donc les entraînements ça suffit pas. Le 6e grand festival international du Shahid, donc du martyr Souidani Boujma, ça va se passer donc à Boufarik, avec une participation internationale, Tunisie. Il y aura aussi un autre pays, c'est la France. Normalement la France, Inch'Allah. D'accord. D'accord. C'est le mot de fin, hein. On se dit déjà au revoir. Combien d'heures d'entraînement par semaine? Toujours. Tous les jours. Tous les jours. Bi-quotidien. Bi-quotidien 3 fois par semaine. Je fais 3 fois. Bi-quotidien. Tu prépares ta présence face au juge. Sidi Rice. Sidi Rice. Alors, c'est pas Sidi. Sidi Rice. Sidi Rabbi. D'accord.